Alors, on vous invite à finir votre bouchée, votre conversation. Donc, un petit mot pour vous dire que vous devriez avoir tous reçu un courriel avec deux choses. D'une part, un lien vers un questionnaire d'évaluation de l'événement. Parce que pour être cohérent, bien, on veut apprendre, nous aussi, de cet événement. On veut apprendre de vos commentaires, de votre rétroaction. Alors, on vous demanderait, si possible, d'aller remplir ce petit questionnaire d'ici la fin de la journée. On sait qu'après, quand on revient dans le quotidien, c'est plus difficile. Donc, c'est assez rapide. Sur votre téléphone, votre tablette, ça se fait assez bien. Et vous avez reçu aussi la présentation PowerPoint en format PDF dans ce même courriel. Donc, vous aurez accès aux diapos de la journée. Alors, je m'appelle Marie-France Bellemare, je suis conseillère en transfert au TIES et c'est moi qui vais prendre la pôle pour l'animation de l'après-midi. Cet après-midi va se dérouler en deux temps, ou peut-être on pourrait dire 2 temps et demi. Donc, une première période d'atelier que je vais vous présenter sous peu. Et ensuite, un moment où vraiment on va axer sur la présentation, le dévoilement de la Déclaration de Montréal sur l'évaluation et la mesure d'impact social. Donc, ça s'en vient aussi cet après-midi. Et je disais et demi parce qu'à compter de 16h15, 16h30, il y a un cocktail qui vous attend, auquel on souhaite vraiment que vous puissiez participer parce que, bon, c'est une façon de continuer les échanges qui ont débuté aujourd'hui et de tisser de nouveaux liens aussi. Donc, on souhaite bien que vous soyez là avec nous pour ce cocktail. Donc, les deux ateliers, en fait, on vous propose deux options. Vous savez, la déclaration qui va vous être présentée tout à l'heure s'inspire de certaines bonnes pratiques et interpelle aussi directement les bailleurs de fonds dans le type de rapport qu'ils entretiennent autour des questions d'évaluation avec les organisations qui financent. Donc, deux options d'atelier. Un premier qui porte le titre « Pour une évaluation concertée et orientée vers l'amélioration collective de nos actions », qui sera animé par Maude Léonard, qui aura lieu dans l'amphithéâtre juste en bas ici, donc assez facile de s'y rendre. Et on profite de la présence de nos invités européens pour, encore une fois, les mobiliser dans cette réflexion autour de l'évaluation de la mesure d'impact. Donc, M. Blanc de la Fonda, Mme Malfer de l'organisme APES et M. Perrault de Concertes vont être de ce panel. Ce panel traite la question de l'évaluation un peu plus du point de vue des entreprises. Il va aussi parler de l'importance de maximiser l'utilité puis d'assurer la pertinence des démarches d'évaluation qui sont menées. Deuxième atelier pour une évaluation négociée et co-construite avec les bailleurs de fonds va avoir lieu ici, dans cette salle. Il sera animé par M. Sylvain Lefebvre du Philab. Et on aura donc 4 intervenants. M. Jean-Marie Chapeau de Centraide, Jacques Bourdelot de la Fondation Beati, Philippe Garand, qui est connu pour ses fonctions au risque, mais qui aujourd'hui représente Cap Finance, et Mme Elisha Laprise de la Fondation Lucie et André Chagnon seront les interlocuteurs pour le panel. Celui-ci va aborder la question de l'évaluation de la mesure d'impact du point de vue des bailleurs de fonds et va aborder aussi ce que ces derniers peuvent mettre en place comme pratique pour que l'utilité et la pertinence des démarches d'évaluation soient au rendez-vous. Alors, on va vous demander de choisir entre ces deux ateliers. Donc, allez-y librement selon vos coups de cœur, mais en même temps, essayez, si possible, de vous répartir de façon égale. Donc, c'est à peu près la même chose. Et on va, suite à cette période d'atelier d'environ 1 heure, il y aura une petite pause qui sera prévue et un retour prévu dans la salle pour 14h45 pour la présentation et le dévoilement de la déclaration. Donc, bonne discussion, bons ateliers et à bientôt. Donc, les gens qui veulent aller au premier atelier descendent en bas à l'amphithéâtre. Je peux déposer ça ici? Pardon? Les gens qui vont parler en avant, oui.
Sylvain est où? Philippe? Donc, les panélistes de l'atelier 2, s'il vous plaît, vous avancez en avant. Je parle à M. Garand, Mme Laprise, M. Bordelot, M. Chapeau, merci. Vous allez vous... Il va être ici, je pense qu'il va être plus debout, mais est-ce que... Ça va bien? Un premier événement sur la partie. Je pense. 1, 2. Ça va? Ça va, moi, il faut que je vous dise que je remplace à pied levé Marc Dumont. Ouais, mais je l'ai croisé, je l'ai croisé tout à l'heure. Alors, on cherche notre animateur, Monsieur Lefebvre. Toutes les pièges. Oui, c'est ça. Ah, le voici, le voilà. Avec notre invité. On est habitués, nous autres. Si t'es pas sûr, ben ça, je vais laisser Jean-Marie répondre. Ah, c'est une bonne stratégie. Je passe la parole à mes voisins. Salut Jean-Marie, ça va? Salut, c'est quoi ça? Donc, comme tu as vu, vous avez des questions, interminables de questions que vous devez répondre en 5 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous donner 5 minutes chacun pour répondre aux questions. Après, il y a 20 minutes d'échange avec la salle, à peu près, 25. Et après, vous avez un mot de la fin en plus. Okay. Donc, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que si on fait une par une, je pense qu'on va exploser le temps. C'est un peu votre positionnement, comment s'incarne l'évaluation. Allez, ça c'est. Monsieur, salut. Ouais, je suis content de partager la salle avec toi. Tiens, je vais vous mettre le micro. Tiens, Pour Richard. tiens, sur les chiens. Tiens, mais... Ah non, t'en as déjà. Par contre, si tu peux nous poser une question. Ouais. Dans les 5 minutes? Ouais, attends 5 minutes. Ok, d'accord. Ouais, ça te Ouais, parce que les questions ne sont pas écrites, je pensais que c'était. Quelle question? Oui, oui, j'essaie. Bon après-midi, bonjour. Donc, pour une évaluation négociée et co-construite avec les bailleurs de fonds, on a beaucoup parlé ce matin du point de vue des chercheurs, envisager la position des organismes évalués, mais dans cette relation-là, il y a aussi le rôle parfois de ceux qui évaluent, parfois aussi de ceux qui s'évaluent en tant que bailleurs de fonds. Et donc, cet après-midi, on vous propose un panel avec 4 bailleurs de fonds. Alors, je vais le faire dans l'ordre qui est indiqué ici. Donc, Jean-Marie Chapeau de Centraide. Pour nos collègues du reste du Canada, Centraide, c'est une fondation publique du réseau United Way, sur le même modèle de fonctionnement. Jacques Bordelot, à votre gauche, de la fondation Beati. Philippe Garand de Cap Finance et Elisha Laprise de la fondation Chagnon. Et l'idée globale pour nous ici, c'est de discuter, d'introduire des éléments que vous allez retrouver tout à l'heure dans la déclaration, mais qui sont des éléments évidemment qui animent la réflexion des bailleurs de fonds. Avec Émilien, nous avons prévu une liste interminable de questions et offert une poignée de minutes aux intervenants pour y répondre. Alors, les questions qui, je pense, vous animent et auxquelles on va réfléchir aujourd'hui, c'est à la fois, on vous demandait de décrire votre relation avec les organismes que vous financez, comment vous concevez votre rôle dans cette relation, donc comment, comme bailleur de fonds, vous percevez cette relation-là, à la fois de financement, d'accompagnement, et dans cette relation-là, l'évaluation, quel sens elle prend, comment elle s'incarne, et pour vous, ce serait quoi une évaluation qui a du sens?
Parce que les chercheurs, c'est bien. Nous, les chercheurs, on peut dire « Oh, l'évaluation, c'est très compliqué, on ne sait pas trop comment faire, c'est important mais compliqué ». Mais vous, quotidiennement, en pratique, vous devez aussi évaluer entre différents projets et décider lesquels vous financez, lesquels vous ne financez pas. Donc, en pratique, vous, comment vous faites pour évaluer? Concrètement, nous dire à quoi sert l'évaluation pour votre organisation. Que fait-on de la connaissance produite par l'évaluation, au fond? Est-ce qu'elle sert juste à classer, à évaluer les organismes, ou est-ce qu'elle est réinvestie? Et vous, la question subsidiaire, mais on y reviendra peut-être à la fin, c'est est-ce que vous vous évaluez, vous, et si oui, comment? Donc, le défi impossible est de répondre, vous allez avoir 5 minutes chacun pour répondre un peu à ces questions-là, donc de votre conception de l'évaluation, de votre relation aux organismes évalués et de ce que vous faites de ces connaissances. Donc 5 minutes chacun. Ensuite, il y aura une vingtaine de minutes d'échange avec la salle et puis on reviendra pour un mot de la fin avec vous. Donc on va le faire dans l'ordre indiqué sur l'écran. Donc c'est Jean-Marie Chapeau qui va débuter. Puis je te ferai un petit signe quand ça fera à peu près 5 minutes. Voilà. Tu sais que c'est impossible, hein, Sylvain, de raconter tout ça en 5 minutes. Je sais. Mais je vais essayer. Merci de l'invitation. C'est une super journée pour l'instant. J'adore être ici. On a commencé ce matin avec les chemins de Crète. Maintenant, on est dans un prélude à la déclaration. Donc on va rester dans la poésie. Centraide, donc c'est une organisation qui récolte des fonds auprès de 100 000 donateurs dans le Grand Montréal et qui les redistribue à des organismes qui sont dédiés à la lutte contre la pauvreté, avec un angle, avec une lunette, donc c'est autour de 50 millions par année qu'on redistribue, avec une lunette qui est la lunette du développement des collectivités, des communautés, donc avec un angle territorial, un regard territorial. Et puis en 2010, on a changé complètement notre structure pour pouvoir faire des choix d'investissement et d'allocation qui fonctionnent sur une base d'enjeux territoriaux qui sont en réponse à des enjeux dans des territoires. Alors, voilà. Sur la question de la façon, nos relations avec les organisations, on se considère, peut-être que les mots sont un peu grands, mais on se considère comme un investisseur stratégique. Donc on n'est pas juste un allocateur de fonds qui regarde la conformité d'une organisation et qui ensuite alloue des fonds. On essaye vraiment de bâtir nos allocations sur des rationnels stratégiques, transversaux et qui sont reliés, donc, comme je le disais, à ce à quoi contribuent les organisations dans les collectivités. Puis la petite histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un bailleur de fonds qui a investi massivement depuis 2010 dans le renforcement des capacités d'évaluation. Alors, il y a une quinzaine d'années, en fait, les organismes que l'on soutient, donc autour de 300 organismes, nous ont interpellés autour du fait autour d'un besoin, en fait, qui était un besoin de mieux maîtriser les questions d'évaluation, mieux maîtriser les techniques d'évaluation. Et c'est quelque chose avec lequel on était assez d'accord, c'est-à-dire qu'on est depuis des années dans le renforcement du par et pour. Et à cette époque, il y a une quinzaine d'années aussi, on travaille toujours étroitement avec un organisme de formation qui s'appelle le Centre de formation populaire, qui lui avait commencé à explorer des méthodes de formation, de renforcement de compétences en évaluation, très vulgarisées, très abordables, très faciles à mettre en œuvre dans les organisations. Donc on s'est retrouvés en fait à la croisée des chemins avec le Centre de formation populaire qui voulait aussi mettre en valeur l'action des groupes communautaires, et on s'est dit on va investir dans le renforcement des capacités d'évaluation dans les groupes, au sein des groupes soutenus par Centraide. En 10 ans, on a investi 2 500 000 $ en renforcement de compétences en évaluation, donc c'est pas rien, avec différents projets. Le projet EvalPop, donc, qui est porté par le Centre de formation populaire, et puis ensuite, très rapidement, les quartiers, les collectivités qu'on soutient via notre soutien en table des quartiers notamment, se sont montrés intéressés aussi à bénéficier de certaines activités ou actions de formation, d'accompagnement en évaluation. Donc le projet Impact Collectif montréalais, qui a démarré en 2015, nous a donné l'opportunité aussi de travailler sur le renforcement des capacités d'évaluation dans les collectivités avec l'aide de l'organisme Dynamo qui est ici présent. Donc voilà. C'était quoi la deuxième question, La deuxième, c'est les connaissances produites par l'évaluation. Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert, ces connaissances? Alors, nous, à la base, l'idée de soutenir l'auto-évaluation, l'évaluation par et pour, on a essayé on a été très clair avec les organisations. Nous, notre intention, c'était de permettre aux organismes de notre réseau de développer une certaine réflexivité, de développer une capacité d'apprentissage, de pouvoir bonifier les pratiques en continu.
et aussi de pouvoir faire la démonstration de leur action et de la pertinence de leur processus. Nous, comme bailleurs de fonds, ce qui nous intéressait, c'était de mettre en valeur les effets du travail des organismes que l'on soutient dans le Grand Montréal. Pourquoi? Nous, on a un enjeu, en fait, contrairement à mes collègues ici, c'est que notre fonctionnement est basé sur une campagne annuelle. Et donc, nos 100 000 donateurs, il faut qu'on les convainque année après année, et ceci depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, de refaire un don à Centraide. Donc, on a un besoin, nous, comme bailleurs de fonds, de faire la démonstration de ce que font les organismes que l'on soutient. Mais on avait une très très forte conviction que l'évaluation est trop, et puis on le disait sans démagogie au groupe, que l'évaluation est trop importante pour la laisser entre les mains de leurs bailleurs de fonds ou de leurs partenaires institutionnels. Donc on a essayé d'avancer comme ça. Ce qui a été développé avec le Centre de formation populaire, c'est une approche qui est très souple, qui est très flexible et qui vise en fait à donner le goût aux organisations et aux personnes dans les organisations. Donc, le projet Evalpop a touché entre 3 000 et 3 500 personnes estimées ces dernières années, que ce soit des conseils d'administration, du personnel et aussi des usagers d'organismes. Donc on souhaitait contribuer avec le Centre de formation populaire, on souhaitait commencer à contribuer en fait à développer une culture d'évaluation, une culture de réflexivité, une culture de la mesure des effets de l'action chez les personnes, sans s'enfarger dans des approches très théoriques trop compliquées, en étant conscient des biais que ça peut apporter et avec un accompagnement très très soutenu. Plusieurs organisations de notre réseau sont déjà passées à travers 2-3 cycles de formation accompagnement du Centre de formation populaire. Merci, c'était extrêmement clair. Donc, outiller les organismes, c'est le principal message, puis l'action centrale. Puis, c'était important ce que tu indiquais, le fait que vous avez une contrainte de démonstration aussi, qui effectivement est très différente pour les deux autres fondations, qui sont la fondation Beati et la fondation Chagnon. On va enchaîner avec Jacques Bordelot, directeur de la fondation Beati. Bon après-midi à vous tous et toutes. Je ne vous parlerai pas de Beati, donc vous allez sur le web puis tout est là, mais je vais vous parler plus d'évaluation d'impact. J'avais le goût de commencer par une anecdote, c'est-à-dire qu'il y a presque 20 ans, quand j'arrivais à la Fondation Beati, il y avait à cette époque-là le souci d'être capable de nommer l'impact d'une organisation comme la nôtre. Et on avait engagé, le conseil d'administration s'était engagé un conseiller pour l'accompagner, donc il avait à la fois été à la rencontre de groupes qu'on avait soutenus. Donc, dans le rapport était assez clair. Après quelques mois, Beati n'a aucun impact. Les groupes avec lesquels vous travaillez n'ont aucun impact. Pourquoi? Parce que Beati ne s'est pas donné des indicateurs et les organismes avec lesquels vous travaillez ne se sont pas donné d'indicateurs. Donc, sans indicateurs, il n'y a pas d'impact. Voilà. Arrêtons l'anecdote, mais je trouve que ça positionne le débat qui fait encore rage, je vais dire 20 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? L'importance de mesurer pour qui, pourquoi. Mais avant de répondre à cette question-là, je vais essayer de répondre à la première question, donc qui se décline comme suit. Pourriez-vous nous décrire votre relation avec les organismes financés? J'ai comme le goût, on aime dire à Beati que Beati est un outil au service de la transformation sociale. Beati, elle est bien sûr, elle veut être solidaire des organisations qui sont dans l'action. Mais pour nous, il est important, puis c'est tout le travail de la Fondation qui est construit dans cette perspective-là, de dire comment on peut renforcer la capacité d'action des organisations avec lesquelles on travaille. D'un bout à l'autre de la chaîne. Fait que bien sûr, lorsqu'on va parler d'évaluation, vous allez voir, pour nous, lorsqu'on a commencé à réfléchir au type d'évaluation qu'on souhaitait déployer, il était clair que l'idée, c'est-à-dire comment ce processus-là peut travailler à renforcer, encore une fois, la capacité d'action des organisations qu'on soutient. J'aime dire que si l'évaluation a comme objectif de réduire les angoisses des bailleurs de fonds, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de plus-value, c'est-à-dire que s'assurer que je dors bien la nuit, non, je ne pense pas que c'est ça qui va changer le monde. Ça va peut-être changer mon quotidien, mais ça n'aura pas d'impact réel. Donc, une évaluation, mais qui cherche plus, dans le fond, à permettre aux organisations de dégager, dans le fond, des apprentissages, parce qu'on est tous faits pareil, c'est-à-dire qu'on se met en action, avec une vision, bien sûr, puis des fois pas claire de ce qu'on veut changer. Et je pense que ça, c'est peut-être un aspect que j'ai le goût de déposer, c'est que je pense qu'avant d'évaluer, il faut bien sûr savoir ce qu'on veut transformer.
Et je pense que ça, c'est peut-être la question qu'on devrait se poser au départ. Hein? Quel est le projet de société qui nous habite? C'est quoi l'utopie qui nous met en marche? Et puis l'expérience qui est la mienne, c'est d'apercevoir que très souvent, on a besoin de mettre des mots sur cette utopie-là, particulièrement quand on le fait en gang, parce qu'on n'arrive pas avec la même perspective. Mais à partir du moment où là, les choses se précisent et qu'on se met en action, au départ, on n'est pas très habité par la question de l'évaluation. Ce qu'on cherche, c'est encore une fois, c'est de transformer. Après un certain temps, on peut commencer avec un pas de recul de se dire qu'est-ce que l'action nous apprend, autant sur nous-mêmes, sur notre environnement, sur le contexte. Qu'est-ce qu'on peut dégager comme apprentissage qui nous permet quelque part, comme organisation, de faire un pas de plus. Donc, une évaluation qui favorise l'apprentissage, pour nous, c'est une évaluation qui construit l'action. En termes de perspective, je vais revenir donc sur le rôle. Bon, Beati aime penser qu'elle est une organisation qui se veut complice et solidaire. J'aime souvent dire en philanthropie, on est parti de la charité, où je donnais, même très souvent là, de façon anonyme, à la bienfaisance. Mon aspiration, l'aspiration de la Fondation Beati, c'est d'être dans une perspective solidaire, où on est partie prenante, où on fait marche commune. Donc, on accepte de porter avec le groupe les inquiétudes, les craintes et les aspirations. L'accompagnement à Beati, on la souhaite bienfaisante sans être complaisante. Donc, la notion de complaisance, c'est que, bien sûr, on peut se permettre de s'interpeller, de se questionner. Pourquoi on fait les choses comme ça? Est-ce qu'on pourrait les faire différemment? Mais encore une fois, avec une posture, j'ai presque le goût de dire aimante. On n'est pas dupe des défis que ça veut dire de changer le monde tous les jours, parce que les enjeux sont majeurs. Mais on a le goût d'être avec eux dans l'action. J'ai une dernière petite chose, il me reste une minute peut-être. 30 secondes, oui. Pardon? 30 secondes, mais ça va être brillant. Deux choses, parce qu'on disait comment on réinvestit ces apprentissages-là. Je pense que pour moi, ça reste un défi, le défi du transfert. Je sais que les organisations nous interpellent en disant « Vous êtes chanceux, Beati, parce que vous avez accès dans le fond, par le travail que vous faites, à une multitude d'apprentissages qui ne sont pas nécessairement repartagés puis réinvestis dans les milieux que vous soutenez. » On est à la recherche. Alors, si les gens ont des choses à partager, mais nous, on croit qu'il y a un défi. Le défi du transfert est un défi que les bailleurs de fonds devraient mieux investir, ou nous, on cherche à mieux l'investir puis à voir comment on peut l'appréhender. Est-ce que nous, on est en processus d'apprentissage? J'ai le goût de vous dire que oui. J'ai toujours l'impression que pour une fondation comme la nôtre, j'aime penser qu'une posture où on est toujours en train de se dire « Sommes-nous à la bonne place? Faisons-nous les bonnes choses? » est une posture qui nous permet d'avancer. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à l'occasion quelques certitudes, mais on a plus de questions que de réponses. Voilà. Merci Jacques. Donc je vais passer la parole maintenant à Philippe Garand, qui est directeur général du RISC, donc c'est le réseau d'investissement social du Québec, et président de Cap Finance, pour les mêmes questions. Merci. Là, on a deux visions assez partagées de fondations ou d'organismes qui donnent de l'argent essentiellement à des organisations. Moi, je représente Cap Finance, le réseau de la finance sociale et solidaire. Qui est regroupé autour de Cap Finance? Ce sont les acteurs de la finance solidaire au Québec. Donc, on parle des fonds de travailleurs, de Filaction, d'Investissement Québec, du risque, la fiducie du chantier d'économie sociale, du microcrédit. Donc, on s'est tous regroupés. Pourquoi se regrouper autour d'une même table? C'était essentiellement pour des questions comme les questions aujourd'hui de l'évaluation. C'est le partage d'expertise. On s'est rendu compte très rapidement qu'il était essentiel de partager l'expertise entre l'ensemble des intervenants dans le milieu, notamment au niveau de la finance solidaire. Le besoin de documenter, de faire connaître la finance solidaire à l'ensemble du Québec nous a permis donc de travailler main dans la main et de développer une expertise et une vision qui est relativement commune. Quelle est la relation qu'on a avec les entreprises? C'est beaucoup une relation d'accompagnement. C'est plus sous cette vision-là qu'on utilise notre évaluation qu'on fait des entreprises. Lorsqu'on veut financer une entreprise, contrairement au secteur plus traditionnel, il fallait trouver une approche
il y a déjà 20 ans, lorsque notamment le risque a été mis au monde, mais plusieurs autres outils financiers, c'était d'essayer de trouver une approche pour tenir compte non seulement de l'aspect financier d'une entreprise, mais de tout son aspect, de sa mission sociale. Comment on fait pour évaluer une mission sociale? Comment on fait pour prendre en compte les caractéristiques propres d'une entreprise collective? Donc, ça a donné lieu à des échanges, à des débats et surtout à un guide d'analyse qui est disponible, puis qui nous permet, nous, de faire de la formation et de diffuser les connaissances qui ont été développées au fil des années. Mais cette évaluation-là qu'on en fait, qui s'approche plus d'une évaluation des processus, donc de s'assurer que les processus qui sont mis en place vont donner des résultats ou vont permettre d'atteindre l'impact social que l'entreprise souhaite mettre en place. La façon dont on l'utilise, c'est surtout dans le cadre d'accompagnement, donc de discuter avec l'entreprise des préoccupations qu'on peut avoir, de l'analyse qu'on fait de son projet pour essayer d'orienter, notamment au niveau de la gouvernance, qu'il y ait des meilleures pratiques en fonction des objectifs qui se sont fixés. Donc, au fil des années, bien entendu, ça s'est raffiné. Les notions de développement durable ont pris davantage d'importance dans nos analyses, ce qui nous a amené, bien entendu, à revoir et à reconstruire toute cette approche-là. Mais c'est surtout un outil de communication entre nous, les partenaires financiers, pour être en mesure d'avoir une vision qui est relativement commune du projet qu'on veut financer, de façon à ce que ça soit aussi plus simple pour l'entreprise de comprendre de quelle façon va être évaluée son entreprise. L'évaluation d'impact pur, tout au long du parcours, on fait un suivi. Pour nous, quand on parle d'évaluation d'impact, c'est un outil au service de l'entreprise et non au service du risque ou de tout autre organisme de financement. On a tenté au risque, on a fait appel à Marie Bouchard et à l'ESG-UQAM pour nous aider à monter une évaluation de notre propre impact. Et on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas s'approprier l'impact des entreprises qu'on finance. Donc, déjà en partant, c'était assez difficile parce qu'il n'y avait habituellement pas d'indicateurs communs. Ça ne servait qu'à une seule chose, c'était de permettre à l'entreprise de faire une introspection puis de voir si la mission sociale qu'elle s'était fixée, elle était en mesure de l'atteindre et quelles étaient les mesures qu'elle pouvait mettre en place pour améliorer son approche. Pour nous, c'était plus dans un cadre de suivi, donc d'avoir quelques indicateurs pour bien comprendre comment se déploie l'entreprise, dans la mesure où on avait déjà évalué initialement tout ce qui était l'ancrage dans le milieu, la gouvernance, et tout ce qui était non quantitatif là, dans la décision d'investissement. Donc, c'est beaucoup axé sur une décision d'investissement, la décision finale, et par la suite, c'est vraiment plus un accompagnement à la gestion qui va en découler. Merci. Et on va terminer cette présentation par Elisha Laprise de la Fondation Lucie et André Chagnon. Oui, bon, la Fondation Lucie et André Chagnon est une fondation privée qui a eu récemment l'opportunité, je dirais, de revoir ses orientations. On va avoir 20 ans bientôt comme organisation et je dirais qu'une grande partie de ces années-là ont été faites en association avec le gouvernement. Et récemment, on a décidé de cesser nos ententes. Donc, ça nous donnait l'opportunité de réviser certaines sphères de notre action et, entre autres, la relation partenariale et l'évaluation. Donc, au niveau de la relation partenariale, on a pris la décision de travailler... Bon, à l'interne, on dit qu'on est passé d'une relation qui était plutôt transactionnelle, donc une relation avec le bailleur de fonds à travers des formulaires, c'est comme ce type de communication pour présenter des projets, vers quelque chose de plus relationnel qui s'est incarné dans l'organisation par la mise en place d'une équipe qui est sur le terrain, proche des gens, pour pouvoir communiquer avec eux et bien comprendre leurs besoins. Et lié à toute cette révision de notre relation, on s'est posé la question où est la zone d'imputabilité du travail de nos partenaires par rapport à la Fondation. Donc,
souvent, on focus sur l'objet qui est financé et on veut avoir des résultats au niveau de l'objet. Nous, on l'a fait dans le passé et on a un petit peu pris de distance par rapport à ça en se disant qu'on était un acteur parmi tant d'autres dans un projet collectif, donc on ne pouvait pas aller essayer d'évaluer ces objets. Pour la Fondation Chagnon, c'est la réussite éducative des jeunes. Donc, on a choisi plutôt de porter le regard évaluatif sur nous, ou en fait, notre zone d'imputabilité, si vous voulez, c'est notre propre action. Sommes-nous pertinents dans notre soutien et est-ce que la qualité de notre relation avec nos partenaires est adéquate ou répond à leurs besoins? Donc, je pense que tu avais une question, Sylvain, sur nos besoins à nous en termes d'organisation. Alors, nos besoins se situent à ce niveau-là. Donc, c'est tout nouveau. Comme relation, on a l'intention d'évaluer cette posture, mais pour l'instant, on l'applique tranquillement depuis 1 an ou 2. Et quelle est notre attente envers le partenaire? Eh bien, c'est plutôt une posture d'apprentissage. Je n'étais pas là ce matin, mais je pense que ça a été discuté beaucoup. On souhaite, nous, apprendre de cette relation partenariale avec les organisations qu'on soutient et on leur laisse, en fait, la liberté de choisir leur méthodologie d'évaluation en fonction de leurs propres besoins et ce qu'eux veulent apprendre. Donc, nous, on ne collectera pas ces informations-là autrement que par le biais de ce qu'on appelle des apprentissages. Et ça s'est traduit concrètement dans notre organisation par l'abolition d'un département qui était le département d'évaluation et de performance organisationnelle. Donc, ça n'existe plus chez nous. Et maintenant, on a... je vois des réactions. Il y avait ce type de département à la Fondation Chagnon. Donc, maintenant, on a toute une équipe qui se préoccupe plutôt de comment on va réinvestir dans l'organisation nos propres apprentissages dans le lien relationnel avec nos partenaires, mais aussi les apprentissages des milieux. Comment on peut faire transiter ça pour permettre à notre direction de prendre des décisions qui sont le plus cohérentes possible et aussi qui sont arrimées aux réels besoins des partenaires et des milieux. C'est ce que j'ai fait le spectre. C'est parfait. Merci beaucoup. Ce premier tour vous a permis de voir effectivement que, on l'a déjà évoqué ce matin, que effectivement l'évaluation n'est pas juste une somme de techniques, mais c'est aussi des choix. On voit bien que c'est ancré aussi dans un type de relation. Puis c'est intéressant de se rendre compte que l'évaluateur lui-même a des contraintes, a des choix, une posture relationnelle qui transforme ce qu'il fait et comment il voit l'évaluation. Alors, vous avez vu maintenant quels sont les questionnements des bailleurs de fonds. Donc, on a hâte d'entendre aussi les questions que vous pouvez leur adresser. On a pour ça un peu plus d'une vingtaine, on a 25 minutes pour ça. Puis on aura un mot de la fin pour vous par la suite. Donc, je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent ou sinon, si vous pouvez... Oui, Mélanie, là-bas, qui brise la joie. Oui, n'hésitez pas à vous présenter. Voilà, je peux présenter Nancy Paul, mais n'hésitez pas à vous présenter vous-même quand vous prenez la parole. Bonjour, Nancy Paul, consultante en évaluation. Je fais aussi quelques petits mandats à gauche, à droite avec quelques-uns d'entre vous, avec Philab aussi. Spontanément, je serais curieuse de vous entendre, peut-être plus les 3 fondations que le risque. Je ne sais pas si ça va s'appliquer à vous ou non. Là, c'est à vous de juger. Est-ce que vous avez déjà eu le réflexe ou essayé en portant le regard sur votre propre performance en tant qu'organisation, c'est notamment le souci de la Fondation Chagnon à l'heure actuelle, mais peut-être pour les autres aussi, d'aller recueillir des rétroactions de la part des organismes soutenus et que ce soit une cueillette directe ou anonyme, parce qu'on sait bien que parfois on peut avoir accès à une information de nature différente lorsque ça se fait en vis-à-vis direct avec le bailleur de fonds versus lorsque ça se fait via un intermédiaire, comme l'exemple existe aux États-Unis, mais qui offre aussi ses services au Canada du Center for Effective Philanthropy, qui fait ce genre qui se propose comme intermédiaire pour recueillir ces rétroactions-là.
peut-être un début de réponse en ce qui nous concerne. Deux éléments par rapport aux rétroactions des organismes. Lorsqu'on a commencé à travailler sur un projet de renforcement de capacité d'évaluation, on associait à ce projet, donc porté par le Centre de formation populaire, un certain nombre de moments d'échange et de partage avec les groupes qui étaient soutenus dans le cadre de cet accompagnement et des groupes même extérieurs pour pouvoir un petit peu prendre le pouls de l'écosystème par rapport à ces questions d'auto-évaluation, de relations de pouvoir, etc. Donc on a eu un chapelet de 4 ou 5 forums en fait d'échange, et puis de notre côté on capte chaque année, on essaie de capter chaque année la progression des organismes que l'on soutient autour d'une certaine maîtrise de pratiques d'évaluation. Donc on questionne les organismes, ça nous permet de monitorer, de voir quel est le pourcentage d'organismes que l'on soutient qui développent et qui ont intégré une pratique, aussi petite soit-elle, de mesure des effets. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est deux façons d'avoir de la rétroaction sur la pertinence de cette approche de renforcement de capacité. Depuis très longtemps, nous, dans le formulaire d'évaluation, il y a tout un segment où les groupes sont amenés un peu à nous partager la lecture qu'ils font de la relation, des outils, dans le fond. Et puis quand je parle des outils, ça va dans le fond du formulaire de demande, des formulaires dans le fond de réduction de compte ou de bilan d'étape en cours de route. La question aussi, voilà, de l'accompagnement, du suivi. Bref, il y a ce désir, voilà, d'avoir un espace clair de rétroaction. Il y a quelques années, à la Fondation, on a fait aussi équipe avec le PhilLab et puis le service aux collectivités de l'UQAM, où on a cherché, dans une démarche, dans une recherche participative et partenariale, à essayer de mieux cerner l'approche d'accompagnement de la Fondation. Puis ça a été une occasion importante et intéressante pour aller à la rencontre de groupes, là, de façon anonymisée, là, pour être capable aussi d'ouvrir sur cette question-là, voilà, d'évaluation du travail de la Fondation Beati. Bien sûr, j'imagine chez vous comme chez nous, là, il y a des moments de planification stratégique qui sont souvent là, en amont, là, animés par une étape d'évaluation du travail qui a été réalisé. Puis tous ces moments-là d'évaluation sont réalisés aussi dans le cadre souvent de rencontres élargies où on invite des groupes avec lesquels qu'on a soutenus, puis d'autres qu'on n'a pas soutenus aussi. Donc, histoire aussi de se laisser déranger par le milieu avec lequel on travaille. De notre côté, c'est sûr que c'est tout nouveau. Donc, on a eu des opportunités de procéder pour l'instant par le biais de sondage. C'est depuis un an, c'est la seule chose qu'on a pu mettre en œuvre pour l'instant. C'est sûr qu'on est préoccupé par de s'évaluer. Ce sera probablement par des personnes externes. On a quelques stratégies de communication avec nos partenaires dans différents espaces où on les regroupe pour discuter avec eux. Puis je pense que ça va être nécessaire d'avoir une évaluation qui est faite par un partenaire externe, mais pour l'instant, tout est ouvert et on va sûrement prendre ces décisions avec eux pour les consulter, comment eux considèrent, qu'est-ce qu'ils considèrent comme la meilleure méthodologie. Donc, tout est ouvert encore de notre côté. Je m'excuse sur l'accès aux données administratives. Pour la Fondation Chagnon, dans vos formations avant, vous avez rentré en partenariat avec... Allô? Oui, c'est bien. Alors, à propos de le rôle des fondations, comment est-ce qu'ils peuvent pousser les politiques pour appuyer les OBNL et les organisations les social enterprise, les entreprises sociales. Avant, dans vos programmations intérieures, la Fondation Chagnon, en rentrant en partenariat avec la province, vous avez eu accès aux données administratives du département d'éducation. Et d'après ce que je comprends, vous pouvez utiliser ces données pour comprendre l'impact des programmations parce que vous avez l'information de décrochage scolaire, tout ça, les performances des étudiants qui
très, très difficile pour les OBNL d'avoir accès à cette information. Mais je pense aussi au Pathways to Education qui a réussi à avoir, parce que c'est un programme créé par des bailleurs de fonds un peu, ils ont réussi à avoir accès aux données administratives de différents systèmes d'éducation. En comprenant que maintenant vous rentrez, vous n'allez pas faire le même genre de programmation, est-ce qu'il y a une façon dont les fondations peuvent aider les OBNL à avoir accès à ces informations? Parce que nous, on est toujours en train de compter les activities et l'output au lieu de compter au moins l'impact. C'est difficile, mais au moins c'est un step d'avance de comprendre les outcomes de nos clients. Alors, outputs, outcomes, et après ça impacte. Alors, pour nous de savoir le outcome, c'est très difficile. Est-ce que vous imaginez que vous pouvez, les fondations, nous aider à comment voir un peu dealer avec ça? Merci. Bien, étonnamment, même si on était en partenariat avec le gouvernement, nous n'étions pas en partenariat avec le ministère de l'Éducation, mais ça ne change rien. On n'avait pas accès à leurs données, peu importe le ministère avec qui nous étions associés. Et nos partenaires, je dirais nos partenaires terrains, nous ont fait part souvent de cette problématique, entre autres au niveau du ministère de l'Éducation, le délai pour la diffusion des données qui est très longue. Alors, c'est une préoccupation pour nous. On peut définitivement avoir un impact d'influence, j'imagine, pour essayer de transformer les choses, parce qu'effectivement, on a des liens de communication avec ces différents ministères qui sont peut-être une posture privilégiée. Maintenant, comment le faire? Il faut qu'il y ait, comment je pourrais dire, il faut qu'il y ait un consensus des acteurs et travailler avec eux pour voir comment le faire. Dans ce cas-ci précis, à la Fondation, on a un projet avec les commissions scolaires du Québec où ces sujets sont discutés et avec eux, il y a des actions qui sont prises pour avoir des discussions au niveau politique pour rendre les données plus accessibles. Mais nous n'avions pas cette position-là privilégiée, je dirais, et on veut le faire avec les acteurs. Mais oui, je pense qu'on peut avoir un rôle. Bonjour. J'ai une question qui nous amène peut-être à nous projeter. J'écoutais Philippe Garand qui dit « Nous, on est 7 ou 8 acteurs. On a pris du temps pour essayer de converger vers une façon de comprendre les organisations qu'on appuie et de se donner un guide commun pour le faire, au bénéfice de ces organisations-là, mais au bénéfice de notre efficacité à nous aussi. » On a là 3 fondations. Et ce matin, on a parlé de langage commun. Est-ce que c'est envisageable qu'au niveau des fondations, on est un petit territoire, le Québec, tout le monde se connaît, etc. Est-ce que c'est envisageable de penser, peut-être pas à si long terme, de développer un langage commun entre les fondations qui sont au service de la même communauté, des mêmes organisations globalement parlant, même si chacune est un peu sur son positionnement, tout ça au service justement des organisations et des actionnaires derrière les fondations. Est-ce que c'est envisageable d'aller dans une direction comme celle-là, de développer des façons communes d'évaluer, de comprendre? Voilà. Vous me regardez tous. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est sûr que c'est souhaitable. Mais pour être concret, oui, je pense que, je dirais même que c'est déjà en partie à l'œuvre. Dernièrement, là, dans le cadre des travaux du TIES, on était, je pense, une dizaine ou douzaine de fondations qui ont été invitées un peu à partager ces pratiques d'évaluation. Puis on constatait qu'on était, pour la grande majorité, je dirais même de façon assez unanime, à la même place par rapport à la perspective qu'on souhaitait donner à nos propres processus à l'interne. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé, pendant longtemps, il y a eu, bien sûr, cette pression, c'est ça, de bien mesurer l'impact. Là. Il y a eu, puis
Puis encore une fois, je vais juste une brève parenthèse en disant tout le monde veut mesurer l'impact. Hein. Je pense que j'ai toujours besoin de le préciser. Bien sûr, quand on fait quelque chose, c'est qu'on veut changer quelque chose. Mais je pense qu'on est plusieurs à être arrivés à la conclusion que, voilà, il était extrêmement difficile de mesurer les effets et l'impact dans des perspectives de court, moyen terme. Si on pourrait y revenir, mais qu'il y a des choses qui peuvent bien sûr être mieux saisies en amont, au moment où on s'engage. Donc là, il y a des conditions qui peuvent favoriser une plus grande impact qu'une autre. Mais par rapport à l'idée de collectiviser, oui, moi je pense que les conditions sont réunies. La question, c'est de savoir qui prend le leadership, parce qu'on est dans un secteur qui est en même temps assez neuf à lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, les fondations se comprenaient, on était beaucoup dans une culture du privé où chacun faisait ses propres activités. Et donc de se concevoir comme un secteur, comme un réseau, au même titre que le secteur de l'économie sociale peut le faire, ou le secteur de l'action communautaire, dans le secteur philanthropique, c'est encore très récent. Et je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire là, sur les 1000 fondations, je pense, québécoises. On est peut-être, là, je dirais, je vais presque le goût de dire peut-être une trentaine ou une quarantaine qui collaborent un peu, là, mais il y a beaucoup de fondations qui sont, qui travaillent dans l'ombre. Pour des raisons aussi des fois bien concrètes, là, bien techniques, parce qu'il n'y a pas de personnel, tout est porté sur une base militante ou bénévole, fait que ça aussi, il y a des conditions qui expliquent cela, mais bref, oui, je pense qu'il y a un potentiel réel. Là. En fait, il y a effectivement, comme le dit Jacques, il y a plusieurs opportunités en ce moment pour les bailleurs de fonds, les fondations, mais aussi des partenaires institutionnels, Ville de Montréal, Direction de la santé publique. Donc, il y a plusieurs espaces, comme par exemple le projet Impact Collectif à Montréal, qui nous donne l'occasion de partager nos visions sur l'évaluation, d'en parler, d'échanger avec les collectivités qui sont touchées par ces projets-là. Donc on en a des opportunités effectivement de se donner un langage commun. En même temps, ça peut être à double tranchant, des fondations et des bailleurs de fonds qui s'unissent pour définir un cadre commun d'évaluation qui pourrait être imposé ou proposé ou suggéré aux organisations, aux réseaux qui sont financés. Donc oui, se donner un langage commun, se mettre en phase aussi nos différents outils de renforcement de capacité. Chacune des grosses fondations ou des partenaires qui ont un budget suffisamment important déploie en ce moment aussi son propre volet de renforcement de capacité, incluant en renforcement de capacité d'évaluation. On est complémentaires les uns avec les autres, il y a différents produits. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir une certaine diversité d'approches pour les organisations, les réseaux soutenus. Donc, c'est un peu à double tranchant. Mais oui, se donner un langage commun, nous, on le vit dans notre cœur et dans tous les instants là, avec le projet Impact Collectif. En ce moment, c'est vraiment passionnant. Je ne peux pas m'empêcher. Jean-Pierre Assette. Il y a une lecture, puis là, je suis inspiré par un forum ou un petit séminaire que tu animais au mois de décembre. Ce que j'en retire, c'est les fondations, on place ça comme, je ne sais pas, l'État, ce sont des organisations qui ont leurs propres défis, leur propre agenda. La question du leadership est fondamentale. Puis quand je parlais d'écosystème, je refais une transposition. Si on veut vraiment espérer changer quelque chose, à l'échelle de chacune des fondations, si grande soit-elle, c'est sûr que la Fondation Chagnon, McConnell, c'est plus grand, mais elles doivent, comme l'État, travailler ensemble et construire et co-construire. Et de s'asseoir entre organisations sur un territoire et se parler, c'est très difficile. Et ce sont des organisations, donc moi je pense que pour avoir une bonne lecture, puis il y a toutes les nuances, là. Il y a plein de fondations, l'hôpital Sainte-Justine, il y a des choses, c'est facile, les enfants, ils ne sont pas dans le même business. Parlons des organisations. Centraide, Chagnon, Beati. On a un autre niveau d'intervention qui est plus, je reviens, macro. Et je pense qu'on doit avoir cette lecture-là, cette analyse-là, et partager les mêmes défis. Et là, ça pose la question du leadership. Et qui va prendre la pôle? Avec des moyens forts différents. Je connais un peu la Fondation Chagnon, un peu Beati, Centraide également. Et c'est cette lecture-là qu'on doit avoir. Et le défi sur l'évaluation se pose comme ça. Je reviens à la même chose. Je comprends que c'est difficile, mais il y a des choses très simples de travailler ensemble, de changer d'échelle. Il y a des choses évidentes. Je reprends
Ce matin, ça a amené tout un débat. Ma question, on a continué. Nous, on s'est unis, les grands joueurs de l'habitation sur le grand territoire de Montréal. Une retombée directe qui est, on le voit, notre rapport avec les financiers, parce que nous, on fait de la business, on achète des maisons, on n'a pas des centaines de millions. Le rapport a complètement changé. On arrive en gang et on dit... Donc, il y a un élément comme ça, et c'est votre capacité, comme notre capacité, de passer à une autre échelle et d'être capable... Parce que le langage commun, c'est sûr, on était un peu dans le vieux vœu pieux tantôt, mais la vraie question, selon moi, c'est comment des organisations dans un écosystème collaborent ou non ensemble de façon stratégique, opérationnelle, en manipulant ou en travaillant pour l'intérêt. Donc, bref, je ne pouvais pas m'empêcher dans la réflexion de vous le relancer. Puis, voilà. Mais juste le goût de dire, pour les gens qui sont plus loin là, du secteur philanthropique, je pense que ce qu'il faut entendre, c'est que actuellement, il y a des conditions favorables, c'est-à-dire que pour travailler depuis 20 ans à la Fondation Beatty, il y a une dizaine d'années, il y avait une tentative d'essayer de réseauter des fondations québécoises. Hein, ça s'appelait le réseau des fondations pour l'innovation et la transformation sociale. L'idée, c'était à la fois d'agir ensemble, mais aussi de partager des pratiques. Ça n'a pas levé cette initiative-là. C'est extrêmement difficile. À cette époque-là, puis il n'y a pas si longtemps, là, au début des années 2000-2010, on n'était pas... je pense que les fondations étaient encore en train de se définir elles-mêmes, puis il y avait beaucoup de difficultés, encore une fois, à se concevoir dans cette perspective-là de mise en réseau. Ces dernières années, on a vu naître plusieurs initiatives qui ont fédéré, encore une fois, des fondations, puis qui a commencé à faire naître chez quelques-uns au moins une conscience qu'il y avait une valeur ajoutée de travailler ensemble. Puis je vais être clair, moi aussi, là, quand on parle de travail, dans le fond, de travailler ensemble, ce n'est pas nécessairement dans l'uniformité. Là. Je pense que je dirais même qu'on est les premiers à dire qu'il faut faire attention, voilà, de respecter la diversité, mais en même temps, est-ce qu'on est prêt à se mettre au jeu, puis à se mettre en danger, au moins d'un dialogue avec les autres? Voilà, bref, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, puis qui s'accélère. Mais ça pose la question, bien sûr, encore une fois, tu as raison, la question, ça veut dire ça, il faut accepter d'y mettre du temps. Puis on était beaucoup dans une perspective où je vais avoir une culture où je vais avoir une rentabilité rapide sur mon investissement. Fait que les heures que je vais te mettre, est-ce que ça va augmenter mon volume? Est-ce que ça va me permettre d'être plus efficace? Et là, il fallait aussi changer de regard pour dire que ces choses-là prennent du temps. Et puis, encore une fois, on y revient, l'impact, elle se fait sur du moyen et du long terme. Fait que là, il fallait changer les perspectives. Ça apporte la question de la légitimité des porteurs. Vous le savez, dans vos secteurs, qui porte quoi? A-t-il la légitimité, dans le fond, être reconnu par les pairs comme un acteur légitime pour assumer ce leadership-là? Bref, il y avait des choses à placer dans ce secteur-là, puis tout n'est pas mis en place. Je pense pour ce qui est de la réalité québécoise, je pense qu'on a fait des pas de géant là, depuis quelques années. Ouais, moi, je veux juste approuver, en fait. Hein, les conditions n'ont jamais été aussi bonnes pour de la collaboration entre fondations, entre partenaires philanthropiques, et entre partenaires philanthropiques et partenaires institutionnels. Le projet que tu nommes en est un super bon exemple. Le projet Impact Collectif aussi. Les conditions sont super bonnes. Et dans le 1 à 1, dans le bilatéral, on collabore aussi énormément. On va laisser Philippe tout seul et puis peut-être lui permettre de partager un peu l'expérience de Cap Finance parce que vous avez, ça n'a pas été instantané. C'est quand même, dans Cap Finance, vous êtes des petits joueurs, des gros joueurs, des joueurs de toute taille. Vous n'intervenez pas nécessairement sur les mêmes types uniquement de projets, des petits projets, des gros projets. Alors, comment est-ce que cette cohésion-là, qui est certainement fragile et par moments difficile à orienter de façon très précise, de façon focale, mais à quoi sert-elle? Comment on arrive à la maintenir? Et puis, c'est quoi le minimum qu'on arrive à faire avec un Cap Finance quand on en a un et qu'on le préside? C'est une très bonne question et je pense qu'on a ce même défi-là parce qu'on est en train d'essayer de faire un regroupement pan-canadien des acteurs de la finance solidaire et on se retrouve exactement avec ce même questionnement-là. Ils nous regardent et ils demandent comment c'est possible que fonds d'action, notamment le fonds de solidarité et la microfinance peuvent se retrouver autour d'une même table pour discuter et d'autres petits joueurs comme le risque soient également présents et pourquoi on continue à le faire à travers le temps.
Et je crois que la seule réponse, c'est qu'on a des gains communs importants à le faire. Ne serait-ce que d'avoir réussi à élaborer un langage commun. Ça n'a pas été simple. Je n'étais pas là à l'origine de tout ce débat-là, mais je me souviens très bien d'en avoir entendu parler par plusieurs des débats d'idées, d'arriver à nommer les difficultés et essayer de voir quel est le point commun, comment on peut défendre ou présenter à la population notamment ce qu'est la finance sociale et solidaire. Comment on peut s'associer avec le milieu universitaire pour nous aider à documenter par des études de cas, par un recensement de tout à quoi ressemble la finance solidaire au Québec. Et je crois que c'est juste... chacun y trouve son compte uniquement parce que seul, on n'arrive pas à avoir une portée aussi importante. Et le fait que la diversité qui se retrouve autour de la table, on est un peu plus certain de couvrir l'ensemble des besoins et des réalités. Et ce que moi je constate, c'est que les grandes organisations sont tout à fait à l'écoute des petites comme la nôtre pour essayer une forme d'entraide, de solidarité, pour faire en sorte qu'on arrive tous au même point. C'est de la façon dont moi je le perçois. Mais c'est ça, c'est la finance essentiellement. Non, je ne veux rien ajouter parce que c'était une excellente question, Marie. Merci pour la poser et une excellente réponse, Philippe, parce que ce n'était pas facile. Tu n'étais pas là au début, mais ce n'était pas facile. Mais je pense qu'il y a les leçons très importantes et c'est un exemple parmi plusieurs en économie sociale au Québec qu'on vante ailleurs. Parce que quand ils nous demandent comment ça se fait que vous avez réussi à construire un écosystème économie sociale au Québec, c'était ce défi de créer des réseaux. Et je pense, pour revenir aux fondations, vous avez, dans ce sens, vous êtes arrivé dans ce sens à un point où la possibilité de se réseauter est beaucoup plus forte aujourd'hui. Et à la sauce québécoise, il faut que je dise ça aussi parce que on a un avantage ici qu'il faut souligner, que de se réseauter, de se concerter, c'est pas étrange pour nous et ailleurs c'est encore pas nécessaire. Ils nous regardent avec étonnement. Alors peut-être je peux terminer avec une question. Est-ce que je suis trop optimiste de dire que c'est un moment propice maintenant pour les fondations, pas de copier-coller ce qui a été fait, mais de travailler plus l'impact collectif, mais de se réseauter autour des défis que vous partagez? Bien, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, oui, moi je pense que les conditions sont excellentes. Puis il y a des exemples très, très concrets. Là. Tout à l'heure, on parlait du programme Impact collectif. La Fondation Beatty, puis il y a quelques fondations là, qui sont ici dans la salle, là, qui sont associées aussi à une démarche avec le bâtiment 7 dans Pointe-Saint-Charles, où on cherche à voir comment on peut accompagner, soutenir financièrement cette initiative-là, importante pour le développement de ce quartier important là, dans la trame sociale et économique de Montréal. Les fondations se sont mis clairement dans une posture d'apprentissage en disant c'est bien sûr une façon de s'approcher d'une initiative singulière, mais c'est aussi peut-être une occasion d'apprendre entre nous sur comment on accompagne, comment on soutient, tout ça dans le respect, voilà, encore une fois, des parties prenantes. Parce que je pense qu'il y a chez beaucoup de joueurs, plus qu'une intuition, mais le sentiment que voilà, la situation actuelle fait qu'on ne peut plus faire l'économie d'une mise en commun de nos intelligences, de nos ressources, de notre capacité d'action. Moi, je dis tout, rappelons-nous, 2008, là, pour les fondations capitalisées, là, on a une certaine dépendance au marché, on va se le dire. Voilà, il y a un 2008 qui va nous retomber sur la tête. Là. Alors, comment les fondations, je pense qu'ils sont tous très conscientes de ça, ou à Beatty, on l'est, mais je pense qu'on n'est pas tout seul. Bon, j'aime dire que c'est des problèmes de riches, mais ça reste un problème réel, parce que quand ta capacité d'action est limitée, ça influence.
déjà, on sent qu'on a besoin voilà, de collectiviser, de mutualiser des choses. Mais encore une fois, on part de loin. Là. Il n'y avait pas de pratique. Puis il y avait, donc, mais actuellement, je pense qu'on est dans cette ère-là. Il y a un mouvement, je pense, qui est bien enclenché. Ça me permettra juste de faire un lien avec la déclaration. On va en parler tout à l'heure, mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs d'économie sociale qui se sont associés là, à cette déclaration-là. Mon souhait, c'est que beaucoup de fondations endossent cette aventure-là et même qu'on ait interpellé aussi nos amis de l'Action communautaire autonome. Parce que ma compréhension, c'est que les enjeux d'évaluation d'impact, c'est des enjeux qui traversent, bien sûr, qui traversent le secteur de l'économie sociale, mais comme je vous le disais, qui a traversé la pratique des fondations, qui a amené les fondations, je pense, là, ou celles que je connais, à se repositionner, puis à dire soyons modestes sur ce qu'on est capable d'évaluer, et puis mettons les efforts où ça vaut la peine de mettre nos efforts, et puis pour avoir beaucoup d'ancrage dans le milieu communautaire autonome, je pense aussi là, qu'il y a... Bon, ce secteur-là aussi a vécu les mêmes enjeux, fait que je pense que la famille est grande au Québec. Là, il pourrait avoir une large adhésion autour d'une démarche comme celle-là. Puis, bon, moi, je l'appelle de tous mes voeux. Là. Je voulais vous laisser la chance, dans les 5 minutes qui restent, d'avoir un mot de la fin par rapport à des choses sur lesquelles vous avez été interpellé, que vous n'avez pas pu aborder tout à l'heure, ou éventuellement par rapport à la déclaration qui va être présentée tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette démarche-là? Pour la plupart, vous avez fait partie de ce processus-là. Donc, je vous laisse un mot de la fin. Oui, 6 minutes il nous reste. Donc, vous avez un gros 1 minute 30 à vous partager. C'est l'opulence totale. On va reprendre dans l'ordre. Elisha, tu veux commencer? Non? Non? Ok. Je croyais que tu réquisitionnais le micro. Très bien. Alors, on va commencer par Jean-Marie. T'es sûr? Les conclusions de la déclaration, en fait, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Jacques. En fait, on est, puis y compris du côté de l'Action communautaire autonome, on est dans un contexte actuellement où il y a un engouement pour l'évaluation, pour une évaluation qui est maîtrisée, qui est portée par les acteurs qui en sont les principaux, qui en sont les principaux concernés. On est aussi dans un contexte favorable à la négociation, au dialogue, à la mutualisation des apprentissages aussi beaucoup. Donc en fait, la déclaration elle tombe à un point nommé et elle répond en fait aux aspirations de beaucoup de réseaux, beaucoup d'acteurs. Nous, on n'a pas été impliqués là-dedans, mais on n'a pas été impliqués dans ce travail. Mais je pense qu'on est dans de la convergence en ce moment sur les questions d'évaluation. Bien, pour nous, signer cette déclaration-là, c'est vraiment de s'engager avec le reste des acteurs à continuer à réfléchir sur ces enjeux, puis essayer de s'entendre sur les meilleurs moyens ou ce qui sera le plus utile. Donc, c'est très important pour nous. Je passe à Jean. Oui, pour ce qui est de Cap Finance, je pense que c'est l'exemple même comment un regroupement comme Cap Finance, qui regroupe différents acteurs de différentes tailles, arrive à faire, je dirais même pas un compromis, mais de trouver des dossiers communs. Ce dossier-là d'évaluation d'impact, c'est un dossier qui a fait l'unanimité autour de la table de l'ensemble des acteurs de la finance solidaire, que la déclaration, l'ensemble des partenaires, oui, c'est Cap Finance, mais c'est toute une gamme de réseaux qui sont derrière Cap Finance, qui adhèrent à ces valeurs-là. Donc, j'espère que l'ensemble des acteurs québécois, que ce soit de la finance, mais des autres secteurs, vont pouvoir y adhérer. Moi, peut-être en termes de ce que j'ai le goût de nous dire, c'est qu'encore une fois, un des acteurs absents, une rencontre comme celle-ci, c'est l'État. L'État montréalais, bien sûr, l'État québécois ou l'État canadien. Et puis la lecture que je fais, c'est qu'actuellement, lorsqu'on parle de mesures d'évaluation d'impact, je pense que la pression, bon, elle vient de partout, mais elle vient particulièrement des gouvernements, dans une logique où vous êtes tous des citoyens consommateurs, vous voulez en avoir pour votre argent. Donc l'État se sent dans l'obligation de faire la preuve que l'argent que vous lui donnez en impôts, il est bien investi. Alors il y a quelque chose à déconstruire. Et puis je sais, là, bon, encore une fois, que c'est pas simple. C'est pas simple pour beaucoup d'organisations parce qu'encore une fois, on est devant des bailleurs de fonds qui sont, dans ce cas-là, ont des capacités d'action importantes.
Je ne sais pas c'est quoi la voie de passage, mais je veux être clair que je veux être, en même temps, comme fondation, moi, je me sens interpellé. Parce que c'est bien sûr qu'à notre niveau, on puisse, nous, avoir une posture peut-être, je dirais, tout autre par rapport à cette question-là. En même temps, je suis très conscient que pour la majorité d'entre vous, vous êtes encore pris avec ces contraintes-là. Fait que moi, je suis un dessous aussi qui dit comment on peut ensemble, là, comme écosystème, faire avancer cette réflexion-là dans la société québécoise et canadienne, parce que je pense que là, il y a un réel enjeu. Et je ne vois pas de tendance, à une réduction des exigences et des attentes de ce côté-là. Puis encore une fois, je pense que c'est au cœur d'une journée comme celle-là. Et puis ça, je ne sais pas si c'est l'éléphant dans la pièce, mais il y a un enjeu qui est réel. Voilà. Je voudrais vous remercier sincèrement pour vos réactions, présentations pour ce panel. Et puis, ça tombe bien, tenez-vous bien, l'élément suivant est la présentation et le dévoilement de la Déclaration de Montréal sur l'évaluation et la mesure d'impact social. Donc on va savoir enfin pourquoi nous sommes là. Mais auparavant, il y a une respiration collective faite de café, de salle de bain et de balade entre les tables. Donc nous avons une pause dans cette salle et on se retrouve à 14h45 pour le panel où sera dévoilée la Déclaration de Montréal. Merci beaucoup, merci à vous.